Bienvenue, aujourd'hui on va décrypter ensemble un monde vraiment sous haute tension. D'un côté on a des ultimatums nucléaires qui font trembler tout le Moyen-Orient, et de l'autre des nations qui se battent pour leur avenir entre sécurité et innovation. Allez, on plonge au cœur de ces ambitions et de ces conflits. Pour comprendre les tensions actuelles, tout part de là, d'une ligne rouge, très claire. D'un côté, Washington qui tape du poing sur la table et exige l'arrêt total, zéro enrichissement d'uranium. Et en face, l'Iran qui répond être prêt à aller aussi loin que nécessaire. C'est un véritable face-à-face, un bras de fer qui redessine toute la carte du Moyen-Orient. Notre analyse va se faire en 4 temps. On va commencer par ce golfe en feu pour voir ses répercussions mondiales. Ensuite, on se déplacera vers le Sahel pour une guerre de l'ombre beaucoup plus discrète. Puis, on verra comment une nation peut innover pour son futur, avant de terminer sur une question, disons, essentielle. Quel est le coût de la guerre pour notre culture à tous ? Premier chapitre, donc, un golfe en feu. Ça fait maintenant 17 jours que l'escalade militaire et économique a atteint un point critique. Et le premier chiffre qui frappe, c'est celui-ci. 12 milliards de dollars. C'est la facture, pour l'instant, du côté des États-Unis. Une estimation qui vient de la Maison-Blanche elle-même. C'est un coût absolument colossal qui pèse lourdement sur l'économie américaine. Et bien sûr, cet impact, on le ressent partout dans le monde. Le baril de pétrole Brent, lui, a grimpé à 103 dollars. C'est une hausse qui se répercute directement sur le portefeuille de millions de personnes, bien au-delà de la zone de conflit. Mais alors, qu'est-ce qui met le feu aux poudres ? Ce sont des exigences posées par Washington et Tel Aviv qui sont claires et surtout non négociables. Primo, zéro enrichissement d'uranium. Deuxio, des missiles à portée limitée. Et tertio, la fin de tout soutien aux groupes alliés dans la région. Mais attention, derrière cette position très ferme, il y a une réalité plus complexe. Comme le suggère cette analyse, la pression politique interne joue un rôle énorme. La Maison-Blanche sera en fait dans une position très précaire, avec ce besoin de trouver un résultat, n'importe lequel, mais un résultat positif à présenter avant les élections. Et voilà le point crucial. Cette stratégie finit par isoler Washington. Les États-Unis ont toutes les peines du monde à convaincre leurs propres alliés historiques de former un front commun. Et ça, bien sûr, ça fragilise tout leur effort militaire. Bon, pendant que les tensions explosent dans le Golfe, une autre bataille, beaucoup plus discrète, se joue à des milliers de kilomètres de là, dans le Sahel. Changeons de décor pour voir comment un pays comme l'Algérie gère ses propres défis sécuritaires. 1 600 000. Ce chiffre, il donne le vertige. C'est le nombre de comprimés psychotropes saisis par l'armée algérienne en une seule et unique opération. Ça donne une idée de l'ampleur du trafic qui ronge la région. Et attention, ce n'est pas juste un coup de filet isolé, ça s'inscrit dans une lutte de tous les jours, une lutte acharnée contre des réseaux criminels très organisés qui prospèrent le long des immenses frontières du Sahara. La stratégie algérienne, elle est méthodique, elle se déploie en plusieurs étapes qui sont toutes liées. D'abord, sécuriser les frontières, ensuite démanteler le crime organisé, puis contrer le terrorisme. Et l'objectif final, c'est de devenir un véritable rempart de stabilité pour toute la région. Et le lien, il est là, il est direct. Comme le souligne cet expert, ces trafics, ce n'est pas de la simple criminalité, c'est le nerf de la guerre, c'est le principal mode de financement du terrorisme qui sévit dans toute la zone. La sécurité, c'est donc une partie de l'équation, mais ça ne suffit pas. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir et voyons comment une nation investit dans l'innovation pour garantir son développement et son autosuffisance. Cet avenir, il se construit d'abord dans les champs. De nouveaux partenariats entre le public et le privé permettent de créer des technologies de pointe. Comme ce robot agricole, par exemple, qui est conçu pour optimiser les récoltes, et au final, pour renforcer l'autonomie du pays. Ou encore cette station météo connectée. Voilà un exemple très concret, elle a été pensée spécifiquement pour la culture du blé. Le blé, c'est un enjeu stratégique majeur si on veut assurer sa souveraineté alimentaire et ne plus dépendre des fluctuations des marchés mondiaux. Et cette vague de modernisation, elle ne s'arrête pas à l'agriculture, loin de là. C'est tout le système de formation professionnelle qui est en train d'être repensé. Le but, donner à la jeunesse les compétences numériques dont l'économie de demain a besoin. Toute cette ambition, elle est incarnée par le RNFC, le nouveau référentiel national de formation. Derrière ce nom un peu technique, l'idée est en fait assez simple. Il s'agit de s'assurer que les jeunes trouvent plus facilement un emploi et de soutenir les secteurs stratégiques en créant des pôles d'excellence pour les métiers les plus recherchés. Pour terminer, on retourne sur le front. Mais cette fois-ci, pour parler d'un coût qui est invisible, un coût qui ne se compte ni en dollars, ni en barils de pétrole, celui de la perte de notre mémoire collective. Ces mots, ils font froid dans le dos. Ils suggèrent que la destruction du patrimoine, ce n'est pas juste un dommage collatéral comme on dit. Non, c'est un acte volontaire, une sorte de vengeance contre tout ce qui est culture. Les historiens utilisent même un mot pour ça, un mot terrible, un épistémicide, c'est-à-dire le meurtre, l'anéantissement délibéré d'un système de savoir, de connaissances. Alors qu'il est, plus de 50 sites historiques et musées majeurs ont été lourdement endommagés par les frappes américaines et israéliennes. Pensez à ces noms.
Le palais du Golestan, qui a servi d'inspiration pour la galerie des glaces de Versailles. La place Narshid Jahan, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est qu'un tout petit aperçu de l'histoire irremplaçable de toute l'humanité qui est en train de partir en fumée. Ce qui nous laisse avec cette dernière question. Une question qui, je pense, reste en suspens et qui nous rappelle l'héritage, souvent tragique, des conflits d'aujourd'hui.